Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 14 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Andrei Martianov est avec nous. Bienvenue à nouveau, Andrei. Suadid. Andrei, commençons par la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu tournait autour de la question de savoir comment la Chine pouvait acheter des produits agricoles aux États-Unis. En gros, il s'agit surtout du soja, un domaine où les États-Unis ont été remplacés par d'autres pays, comme le Brésil par exemple. Et je pense qu'un des points les plus importants, c'était le détroit d'Ormuz. Donald Trump voulait que la Chine fasse quelque chose à ce sujet, mais ils n'ont rien dit, ils n'ont rien mentionné sur le système de péage, sur le nouveau mécanisme du détroit d'Ormuz. Ils ont simplement déclaré qu'il devait rester ouvert, la démilitarisation du détroit, alors qu'en réalité, ce sont les États-Unis qui le militarisent. Oui. Et toi, Andrei, comment as-tu perçu tout ça? Parce que selon moi, la Chine d'aujourd'hui est profondément marquée par les deux guerres, celle en Ukraine et celle au Moyen-Orient. Et cela place la Chine dans une position très différente pour rencontrer Donald Trump à Pékin. Quelle est ta lecture de ce qui s'est passé? Ma compréhension repose aussi sur ce fait, et ce n'est pas une rumeur. Il y a, disons, une sorte de navette diplomatique, ou de jeu en solitaire si on veut, dans le sens où la Chine aurait fait pression sur l'Iran pour qu'il conclue un accord quel qu'il soit avec les États-Unis afin de rouvrir le détroit d'Ormuz. Parce que environ un quart de l'énergie consommée par la Chine passe par là. La Chine est dans une position très fragile sur ce point. Parce que, malgré tout le discours de puissance, la réalité, c'est qu'elle a besoin d'énergie, et de beaucoup d'énergie. Bien sûr, il y a la Russie, avec son gaz, son pétrole et tout le reste. Mais quand même, que peut-elle faire? Comment remplacer, en gros, un cinquième de sa consommation énergétique? Et tout ce qu'on entend sur le charbon chinois, j'en ai parlé hier avec Garland Nixon, je disais que la Chine a du charbon de très bonne qualité. Le problème, c'est que les gisements faciles à exploiter, eux, sont déjà épuisés. Il faut aller toujours plus profond. Et certaines mines descendent à plus d'1 kilomètre, voire davantage. C'est une profondeur énorme et ça coûte très cher. Quant aux énergies renouvelables, évidemment, comme je l'ai déjà dit hier, quand quelqu'un arrive en disant « Oui, la Chine montre l'exemple avec les renouvelables », eh bien, est-ce que quelqu'un a regardé la part réelle de ces renouvelables? L'hydroélectrique est considéré comme une énergie renouvelable, mais c'est clairement une part gigantesque de l'ensemble. L'immense majorité, c'est de l'hydroélectrique. Tout ce qui est solaire, éolien, et le reste, c'est surtout pour le grand public, qui ne comprend pas les bases de la physique. Donc la Chine est dans une position assez précaire sur ce point. Et si c'est vrai, et j'ai tendance à penser que ça l'est, que la Chine faisait pression sur l'Iran pour favoriser une sorte d'accord entre les États-Unis et l'Iran, évidemment, on sait que ça concerne aussi Israël et les pays du Golfe. Eh bien, ce n'est pas si surprenant. Disons-le comme ça, c'est un très bon indicateur de la position réelle de la Chine. Dans le sens où, bien sûr, elle défend avant tout ses propres intérêts nationaux, et c'est tout à fait normal qu'elle cherche à apaiser les tensions. Mais on ne va pas non plus se mettre à prêcher, vous voyez, tout ce discours un peu idéaliste, façon le monde des gentils, comme un hippie. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est justement pour ça qu'on commence à voir maintenant un changement très intéressant dans la rhétorique iranienne qui devient de plus en plus pro-russe. Si vous regardez, je crois que la récente déclaration d'Arakcheev disait que la Russie est en quelque sorte le garant des intérêts de l'Iran. Selden dit quelque chose de ce genre, vous voyez. Et ensuite, on commence à voir une activité intense autour de la réactivation de la route de la mer Caspienne entre la Russie et ses partenaires. Cette route existait déjà, bien sûr, mais là elle connaît clairement un nouvel élan. Donc, c'est une dynamique très complexe.
Et encore une fois, ne vous y trompez pas. Je comprends bien que pour la Chine, la question la plus importante en dehors de l'énergie, c'est Taïwan. Et devinez quoi? Marco Rubio, oui, c'est ça le plus ironique. Les États-Unis reconnaissent officiellement la souveraineté de la Chine sur Taïwan. Mais c'est une chose de faire quelque chose officiellement, et une autre, totalement officieuse. C'est ce que fait l'Occident dans cette opération militaire spéciale, de soutenir en réalité leur mouvement, disons, irrédentiste, si on veut, celui des Taïwanais, et de soutenir toutes sortes de partis qui s'opposent aujourd'hui à ce qui, à l'origine, a donné naissance à cette idée d'indépendance de Taïwan. Donc rien n'a été réglé ici. Et Marco Rubio l'a dit très clairement aujourd'hui. Il l'a déclaré publiquement, on peut l'écouter, et il a manifestement dit « Bon, on connaît leur position, ils connaissent la nôtre. Point final. » Non. Et c'est bien là le problème. Peu importe combien d'avantages économiques on essaiera d'offrir, ce qui est important, bien sûr, personne ne dit le contraire. La réalité, c'est que leur intérêt national, leur fierté nationale, leur sentiment d'unité culturelle, tout cela passe avant. Alors, qu'est-ce que Taïwan au fond? Les Chinois, c'est ce qu'ils sont. Je veux dire, ce sont des Chinois. D'accord. Donc c'est une situation vraiment très particulière. On pourrait dire que c'est un problème à 3 corps, voire à 5 corps. Et pour l'instant, personne ne peut vraiment prédire ce qui va se passer. En général, on peut deviner un peu la tendance générale, mais la Chine fait aussi face à plusieurs défis. Surtout quand on considère qu'une partie de l'élite du parti chinois, en particulier les élites du Sud, dans les provinces méridionales, sont très pro-occidentales et très libérales. Elles veulent, en gros, suivre la voie tracée par les États-Unis. Elles admirent l'Occident dans son ensemble, malgré les signes évidents du contraire dans la situation actuelle. Donc, Xi se retrouve avec une situation très complexe entre les mains. Il y a eu, évidemment, des purges et toutes sortes de choses pour faire le ménage, remettre de l'ordre en quelque sorte, mais la question c'est de savoir jusqu'où tout ça va continuer une fois qu'il quittera son poste. C'est clairement un homme très puissant, ça ne fait aucun doute. Mais vous savez, c'est difficile à dire. Peu importe à quel point il lutte contre la corruption, peu importe combien de personnes, certaines sont carrément emprisonnées, écartées du système, il reste que c'est un pays immense et fondamentalement très peu cohésif. Il se passe toutes sortes de choses. Je ne suis pas sinologue, je suis un spécialiste. Je ne lis pas le chinois, donc je ne peux pas juger par moi-même. Mais d'après ce que j'ai entendu de vrais sinologues, des gens qui vivent là-bas ou qui y ont vécu pendant des années, ils parlent chinois, cantonais, enfin bref, toutes ces langues. Ils disent que c'est une société très peu cohésive, avec toutes sortes d'ethnies et de particularités de ce genre. Et évidemment, c'est très difficile de maintenir ce pays uni, comme le fait Xi et le Parti communiste chinois. Combien de temps cette trajectoire va-t-elle durer? Il y a bien sûr certains avantages pour la population, mais encore une fois, comme vous le savez, surtout dans des pays comme celui-là, la situation n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Mais on a M. Poutine qui va se rendre à Pékin très bientôt, et ce sera en quelque sorte un point de contact pour voir ce qui se passe. Parce que l'Iran occupe maintenant une place tout aussi importante, enfin, pas tout à fait égale, mais disons une place très importante, un deuxième rang très proche pour la Russie. Visiblement, il se passe quelque chose dans leurs relations. Et il faut bien comprendre, pour donner un exemple de ce qui se passe, des manpads chinois ont été repérés et saisis par les forces ukrainiennes. La Chine continue de fournir aux forces armées ukrainiennes des manpads et toutes sortes d'équipements de ce genre. Donc voilà, on se dit, d'accord, il y a des questions à se poser, non? Il y a des problèmes.
Il a dit, Donald Trump a dit que la Chine, que Xi lui avait assuré qu'il n'allait pas envoyer d'armes à l'Iran. Mais au fond, ils n'ont pas besoin d'armes chinoises, parce que vous savez, ils mènent simplement leur propre guerre. Yeah. There was there certain systems have been delivered from China. We know that. Whatever was delivered, and again, we don't know what was delivered. We know what Russia delivered. That is, pretty much in the obvious, because even Iranians don't hide it. You have this, evidently upgraded MiG-29s Bs, which are now upgraded to the much, almost MiG-29 SMTs. They have this new Zhuk Beetle radar. They have the capability to engage targets at a very long range. And you have Mi-28s flying there. You have Su-35s. So you can see it. You know it's there. You know that the things. With China, you know that they have been flying aircraft with something, but evidently, whatever was negotiated between China and Iran there, they want to keep it under wraps. And the reason they want to keep this under wraps because La raison pour laquelle ils veulent garder tout ça secret, c'est que la Chine considère toujours les États-Unis non seulement comme un concurrent, mais comme un vrai rival. Et je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, mais je vais employer ce mot. La Chine a encore peur des États-Unis sur le plan militaire. Je ne suis pas sinologue, mais je connais quand même pas mal de choses sur les forces armées chinoises. Donc, il y a des éléments que la Chine doit prendre en compte dans ce cas précis. Malgré certains succès, ils avancent clairement sur beaucoup de fronts. C'est indéniable. Mais la Chine sait très bien, disons-le comme ça, qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle essaie de le faire croire sur le plan militaire face aux États-Unis. Mais si c'est le cas, ils ont besoin d'alliés. Ils ont besoin de partenaires qui soient. La Russie, oui, c'est évident. Et puis, n'oubliez pas, vous le savez sans doute, j'ai été stupéfait quand il y a quelques années à peine, 3 ans peut-être, ou 2 ans et demi, cette information a commencé à circuler. Pas évidemment dans les grands médias, je ne les lis même plus, mais plutôt dans des médias d'autres pays, un peu plus objectifs. Et c'est là qu'on a parlé de ce fameux accord d'investissement entre la Chine et l'Iran, évalué à 400 milliards de dollars. C'est énorme, vraiment considérable. Et en fait, il y a eu une certaine résistance du côté iranien. Et la raison pour laquelle il y a eu de la résistance, c'est parce que, évidemment, la Chine a dit « nous allons venir avec cet argent ». Et la Chine, c'est un pays riche, qui a beaucoup d'argent. Mais en réalité, ce qui se passait, c'est qu'ils voulaient réduire, en fait, dans le projet qu'ils menaient là-bas, la participation iranienne autant que possible. Tout ça, c'était une question d'argent, de profit pour la Chine, pas vraiment pour l'Iran. Bien sûr, l'Iran en tirerait aussi des avantages, d'une certaine manière. Et je comprends, j'ai lu ça, y compris dans la presse russe, la presse sérieuse, pas n'importe quel média. Je parle de sources d'analyse venant de Russie, des sources que je respecte et dont je sais qu'elles sont sérieuses. Elle disait que les Iraniens, en fait, commençaient un peu à résister, en disant quelque chose comme « D'accord, très bien, mais nous, quelle est notre participation ?» Et la Chine, elle, répondait « Non, non, on va le faire nous-mêmes, et ce sera à nous, en gros. » C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans ce cas précis, c'est pour ça que, si on écoute attentivement et qu'on suit la presse, les infos, tout ça, eh bien cette voie-là, cette route, cette nouvelle route de la soie chinoise, elle existe toujours, en quelque sorte. Pas tout à fait. Pour vous donner un exemple, les terminaux, les points d'arrivée de cette nouvelle route de la soie, c'était évidemment l'Europe. À l'époque, on imaginait une Europe solvable, prospère, un monde développé, capable de soutenir par sa consommation ce type de capacité industrielle démesurée de la Chine. Eh bien, devinez quoi? L'Europe s'appauvrit. C'est aussi simple que ça. Franchement, c'est incroyable.
Du coup, la Chine se retrouve avec un vrai problème, parce qu'elle doit maintenant se tourner vers l'Eurasie, qui elle est en plein développement. Et le continent eurasien sera plus prospère que l'Europe d'ici quelques décennies. Voilà, c'était l'un des éléments de base de l'expansion économique chinoise. Et donc, voilà où on en est. Et cette dynamique-là, vous n'en trouverez rien nulle part. Enfin, à part leur critique contre la Chine. Ils adorent critiquer la Chine. Moi non. Mais je dois quand même dire qu'il y a des problèmes. Il y a des enjeux. Et Vladimir Poutine, évidemment, se rend à Pékin. Pas seulement parce que, on le sait, Trump voulait que la Chine facilite une sorte d'accord entre les États-Unis et Israël. D'accord. Et les Iraniens. Les Iraniens ont déjà dit que c'était hors de question. Et ça, c'était une gifle pour la Chine, parce que la Chine voulait s'imposer comme médiateur. Pas question. Et les Iraniens ont été très clairs là-dessus. Que voulez-vous que je dise? C'est un problème à 5 acteurs, d'accord? Il faut jongler avec tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Voilà la situation. Et évidemment, leur situation avec Taïwan et en gros, leur échec avec l'Iran. L'Iran, clairement, ne va pas céder sur son contrôle du détroit d'Ormuz. Et je crois que c'était Arakchi. Non, c'était pas Arakchi. C'était quelqu'un d'autre. Un des généraux, en gros des gardiens de la révolution. Il a dit, on va faire plus d'argent avec le commerce dans le détroit d'Ormuz qu'avec la vente de pétrole. Et cet argent reste en Iran. Voilà. Et le truc, c'est que les Russes, eux, se moquent complètement des sanctions. Les Russes ont franchi la ligne. Ils s'en fichent, ils disent « Ah oui, vous pensez qu'on ne peut pas le faire ?» Eh bien si, on peut. La Chine, elle joue encore avec les sanctions. En fait, la Chine a payé, André. Il parlait du système de péage dans le détroit d'Ormuz. D'après des sources iraniennes, on a appris que plusieurs navires chinois avaient traversé le détroit d'Ormuz avant la rencontre entre Donald Trump et Xi. Ils ont payé les frais, mais ils appellent ça des coûts d'entretien environnemental et logistique. Ils ont juste mis un autre nom dessus. Les Iraniens le savent. L'Iran sait très bien ce qui se passe. L'Iran connaît la situation. Il est au cœur du jeu. C'est un pays clé là-bas. Et c'est pour ça qu'il faut garder à l'esprit ou garder un œil sur l'ensemble du tableau sur cette dynamique plus large. C'est pas du tout noir ou blanc. Il y a énormément de nuances de gris. Il y a toutes sortes de couleurs, en fait. Et encore une fois, il ne faut pas l'oublier. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Regardez ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. Les Russes ont dit « Vos sanctions, on s'en fiche ». Et ils ont tout simplement franchi la ligne. Point final. Ils ont dit « On s'en moque ». Et la même chose est en train de se produire maintenant avec l'Iran. On s'en moque. Vous pouvez imposer des sanctions. La Russie a quoi? 26 000 sanctions contre elle maintenant. Les Russes s'en fichent. L'Iran est le voisin. L'Iran est l'allié. Allons-y. Même pas besoin d'y réfléchir. Iran, qu'est-ce que tu veux comme arme? Très bien, voilà, c'est signé. Et c'est tout. Peu importe ce que dit l'Occident collectif maintenant. La Chine, elle, continue globalement à respecter, pas tout, mais beaucoup de choses liées aux sanctions. C'est pour ça qu'il y a eu une négociation où la Chine a dit « on va continuer à acheter du pétrole là-bas ». Mais encore une fois, ce n'est pas négociable. Avec la Russie, on ne peut pas juste arriver et dire « on s'en fiche, débrouillez-vous ». Non, la Chine veut régler ça. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que dès que vous commencez à discuter de ce sujet, comme si vous cherchiez une approbation, vous montrez aussitôt votre faiblesse. Il faut juste le faire, ne pas demander. Vous êtes assez grand, assez puissant pour dire aux États-Unis d'aller se faire voir, vous voyez. Mais la Chine, elle, dépend beaucoup de l'Occident. Et encore une fois, je veux insister là-dessus, surtout ce type-là. Bon sang.
Cet idiot du Conseil européen des relations étrangères. Il a monté ça en 2007 avec l'argent de George Soros. Vous savez ce qui s'est passé. La Chine s'est vue refuser les moteurs à réaction Pratt & Whitney pour ses... Vous parlez de Joseph Borrell? Non. Non, 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 non. Lazarus ou peu importe son nom, quelque chose comme ça. Non, non. Le type qui a vraiment organisé le conseil. C'est un gars du pays, mais aussi un mondialiste. Enfin, tu vois le genre. Et il y a 2 jours, il a publié un article, repris par tous les grands médias européens. Il a dit qu'il fallait aussi clouer au sol tous les avions commerciaux, plus de 500 Airbus, que la Chine utilise. Alors il faut bien comprendre ce qui se passe. La Chine n'a pas de moteur à réaction moderne pour ses avions de ligne. C'est pour ça qu'ils sont allés voir la Russie pour demander le PD-14. Mais ça, les gens ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas en parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Trump a bloqué la livraison des moteurs Pratt & Whitney. Et devine quoi? Leur nouveau projet, qui n'est pas vraiment chinois, c'est en fait un avion occidental, le Comac 919. Devinez quoi? Il est complètement cloué au sol. Il ne bouge plus. Ils ne peuvent pas le remotoriser avec les moteurs chinois, qui sont bien moins performants. Du coup, tout le projet est parti en fumée. Et maintenant, vous avez ces gens-là, et lui, vous verrez son nom est mentionné, vous pouvez trouver cet article dans The Guardian. C'était partout dans la presse européenne. Il a écrit que nous devrions nous comporter comme la Chine en Europe et immobiliser les 500 Airbus que la Chine utilise. C'est une catastrophe en réalité. Vous savez, ils ont fait ça à la Russie, mais la Russie a ses propres avions, donc les Russes s'en sont sortis. La Chine, elle, ne peut pas faire ça. Je pense que la Chine a bien vu ce qui s'est passé avec la Russie et l'Iran. Ces 2 pays ont voulu négocier avec les États-Unis, mais peu importe l'ampleur du sujet, ils n'abandonnent jamais leurs objectifs. Et quand on regarde la situation, je crois que Taïwan est aujourd'hui très important pour les États-Unis, justement parce qu'ils ont, comme vous l'avez dit, une sorte de politique officielle. Mais officieusement, ils veulent surtout envoyer plus de 11 milliards de dollars d'armes. Ils parlent clairement d'en livrer à Taïwan. Qu'est-ce que c'est? Je pense, enfin, c'est typiquement le genre de choses que les États-Unis estiment avoir le droit de faire. Et il faut bien comprendre que tout tourne autour de ça. Évidemment, les États-Unis ont besoin de la Chine. Ça ne fait aucun doute. Et en réalité, les États-Unis et la Chine restent encore un peu liés, d'une certaine manière. Même si la Chine a fortement réduit ses avoirs en bons du Trésor et continue de s'en débarrasser. C'est clair, Trump est allé en Chine parce qu'il voulait que la Chine finance les États-Unis, en gros en achetant ses bons du Trésor, qui ne valent plus grand-chose aujourd'hui, vous voyez. Et puis, oui, pour l'agriculture, le soja, comme vous l'avez justement rappelé, les États-Unis étaient le principal fournisseur de soja. Donc, il y a un intérêt mutuel. Que puis-je dire? Les États-Unis pensent qu'ils peuvent offrir une sorte de privilège et les échanger contre ces mêmes privilèges, qui sont bien sûr totalement sans valeur. Les Russes l'ont compris dès le départ. Ils ont dit aux États-Unis d'aller se faire voir. Mais la Chine, elle, va négocier. Négocier dans le sens de « essayons de trouver quelque chose, comment on peut tous les deux en tirer profit ». Mais les États-Unis s'en moquent, parce que dans l'esprit américain, on est tellement grand, tellement formidable, tellement brillant, que même si on s'appauvrit, on continue de croire qu'on est admiré dans le monde entier. Ce qui, évidemment, n'est plus du tout le cas. Mais en Chine, comme je l'ai déjà dit, il existe une couche très forte, très influente, pro-occidentale et, disons, libérale. Et ce ne sont pas seulement des bureaucrates du parti, de l'armée ou des services de renseignement, peu importe. C'est aussi une grande partie de la population
qui reste, vous savez. Enfin, écoutez, la Chine est tellement fascinée par l'Europe qu'ils ont même construit un mini Paris. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a littéralement une ville qui ressemble à Paris, avec une tour Eiffel et tout ce genre de choses. Voilà comment ça se passe. Donc il existe encore, vous voyez, cette attitude assez particulière des Chinois vis-à-vis de l'Occident dans son ensemble. Encore une fois, tout ça vient en partie du fait qu'ils voyaient l'Europe comme le principal consommateur des produits chinois. Et c'est en gros ce qui se passe aujourd'hui. La Chine inonde, pour ainsi dire, l'Europe de toutes sortes de choses. Disons-le franchement, des voitures plutôt médiocres, mais elles sont moins chères. Et puis, il y a aussi ce mouvement, déjà en cours, où les Allemands transfèrent une grande partie de leur production vers la Chine, notamment dans l'industrie automobile et dans des secteurs similaires. Donc c'est un ensemble complexe, vraiment. Ce n'est pas juste une ou deux choses. Il y a tout un engrenage, si on peut dire, qui tourne là-dedans. Et donc, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, il faut attendre le communiqué de demain. Je pense qu'ils publieront la déclaration finale à la fin de la visite. C'est une visite d'État, donc ils doivent apparaître ensemble devant la presse ici. Ils sont obligés de le faire. Mais les Chinois, eux, resteront sans doute dans le même ton habituel, avec des formules générales, des platitudes pour tout envelopper. Et je ne pense pas que Trump soit capable de réparer quoi que ce soit, y compris avec la Chine. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, les Chinois, comme vous l'avez justement souligné, ont vu ce que font les États-Unis en matière de sanctions. Et contrairement à la Russie ou à l'Iran, la Chine, elle, est un peu sur la corde raide avec tout ça. André, quand tu penses à l'administration Trump, parce qu'on sait bien que la Chine ne veut pas que les États-Unis gagnent en influence, qu'ils deviennent plus puissants. Si elle joue à ce jeu-là, ce ne sera pas contre. Tu l'as mentionné. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils fournissent des armes aux Ukrainiens ou autre chose? Peut-être que certains pays tiers achètent ce genre de matériel à la Chine, puis l'envoient ensuite en Ukraine. Oui, eh bien, c'est l'autre chose. Ils en ont. Comment ils se sont retrouvés là? Je n'en sais rien. Mais le fait est que beaucoup de ces manpads ont été retrouvés sur place. Ils ont été pris, vous savez, comme des trophées. Donc oui, c'est assez étrange. Mais encore une fois, n'oubliez pas que la Chine fournissait aussi des composants pour les drones de l'Ukraine. Alors à vous d'en tirer vos propres conclusions. Mais est-ce qu'ils les fournissaient directement à l'Ukraine? Ou bien est-ce que d'autres pays comme le Royaume-Uni, par exemple, les achetaient pour ensuite les envoyer à l'Ukraine? Non, je veux dire, il y avait beaucoup de pièces chinoises, et à un moment donné, elles étaient fournies directement. C'est pour ça qu'il y a eu des échanges entre Vladimir Poutine et Xi. Maintenant, il faut attendre et voir comment ça évolue. Évidemment, la Chine fait tout ce qu'elle peut. Ils ont essayé de garder le contrôle. Mais encore une fois, n'oublions pas, comme ça a été le cas avec les banques, quand les banques chinoises ont commencé à refuser certaines opérations, avec enfin, vous voyez, des banques privées, si on veut, elles disaient non, on ne fera plus aucune opération avec la Russie. Donc c'était un peu, Alors bien sûr, la Chine a toujours une excuse. Ah, ce sont des banques privées, elles font ce qu'elles veulent. Bon, d'accord, mais il y a quand même des problèmes là-dedans. Disons-le comme ça. Encore une fois, je n'essaie pas d'exagérer, vraiment pas. Mais je ne veux pas non plus minimiser les choses, parce qu'il y a, disons, des points de friction dans ces relations. Et n'oublions pas que beaucoup de tout ça repose sur l'amitié entre Vladimir Poutine et Xi. Ce sont de vrais amis, ils le sont vraiment, et ils travaillent dur. Et Xi est un partenaire fiable,
Mais la société chinoise, elle, est très complexe. But Chinese society is very complex. Okay, there are all kinds of things which are happening. D'accord, il se passe toutes sortes de choses là-bas, et parfois, même lui n'arrive pas à tout contrôler, vous voyez. C'est pour ça que de temps en temps, des événements de ce genre surgissent. Et encore une fois, le voyage de Vladimir Poutine à Pékin, ce sera une rencontre entre amis. Ils vont évidemment parler de leur contrat énergétique, puisque la plupart du gaz et du pétrole vont être redirigés de l'Europe vers l'Est. C'est déjà en cours. Ça fait un moment que ça se met en place. Donc oui, c'est ce qui sera à l'ordre du jour. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit, très complexe. Andrei, pour revenir au champ de bataille au Moyen-Orient, Donald Trump doit revenir vendredi. Et selon vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a deux, peut-être trois options. L'une d'elles vient surtout des néoconservateurs. Je suis sûr que vous avez vu l'article de Robert Kagan, ce type qui est, oui, l'un des néoconservateurs. Oui, c'est bien ça, un des néocons. Lui, il propose de tout laisser en l'état parce que, selon lui, c'est déjà une catastrophe pour les États-Unis, tout ce qui s'est passé jusqu'ici. L'autre position, c'est celle d'autres néoconservateurs qui disent qu'il faut aller plus loin, qu'il faut provoquer un changement de régime, qu'on doit envoyer plus d'armes aux Iraniens, enfin au peuple iranien, à ceux qui vivent près de la frontière avec l'Iran, à tous ceux qui veulent un certain changement. Et donc, changer le régime, le soi-disant régime. Et la troisième option, ce serait de réintensifier les tensions, de relancer les escalades et de déclencher une nouvelle guerre avec des troupes déployées sur le terrain. Parce que l'Iranien, j'écoutais hier l'un des commandants iraniens, il a dit en gros, devant un large public, la question pour nous, ce n'est pas de savoir si les États-Unis vont attaquer ou non, parce qu'on sait qu'ils vont attaquer. Mais on se demande, est-ce que ce sera une opération d'assassinat? Est-ce qu'ils vont d'abord tenter un assassinat, puis lancer des attaques? Est-ce qu'ils vont prendre le contrôle de certaines zones dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, avec une invasion? Ou est-ce qu'ils vont simplement commencer à bombarder, comme ils l'ont fait à la fin de la deuxième phase de la guerre, en visant des hôpitaux et d'autres infrastructures en Iran? Et selon vous, que signifie le retour de Donald Trump aux États-Unis? Et quel a été l'intérêt de ce genre de visite en Chine, compte tenu de la situation qu'il affronte au Moyen-Orient? Eh bien, vous avez bien résumé. En gros, 3 scénarios. D'abord, il faut écarter tout de suite les appels des néoconservateurs au changement de régime et toutes ces absurdités. Les néocons sont totalement incompétents, y compris les généraux qui partagent leurs idées. Militairement, ils sont d'une incompétence totale. Ils ne comprennent rien à la géopolitique appliquée. C'est dire à quel point ils sont stupides. Kagan, aussi difficile que ce soit pour moi d'être d'accord avec ce néoconservateur et criminel de guerre, eh bien sur ce point, il a raison. Oui, au fond, le maximum que les États-Unis puissent faire, c'est dire tant pis, couper les pertes et s'en aller. Évidemment, c'est humiliant, mais encore une fois, que voulez-vous faire? Et ça nous amène au 3e scénario que vous avez décrit. Les États-Unis essayent désespérément de reconstituer, pour ainsi dire, leurs arsenaux. Mais là encore, il faut voir ce qu'ils sont capables de produire. Ils fabriquent quoi? Environ 70 Tomahawk par an? À peu près, je ne sais plus. Il y avait une étude du Center for Strategic and International Studies, un article signé par M. Kanchan et un autre chercheur. Il parlait des stocks et des arsenaux, et avant que le New York Times et le Washington Post ne publient tout ça, eh bien, en réalité, on était quasiment à l'arrêt. Il ne nous restait presque plus rien. Et là, des commandants américains sortent en disant « On n'a pas utilisé les bombes anti-bunker parce qu'on n'en a pas assez. » Donc, tout à coup, il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais combien d'années faudra-t-il pour créer une force suffisante, un ensemble de moyens, disons, de frappe pour agir vraiment? Des années. Alors, qu'est-ce qu'ils ont?
probablement leur dernière salve qui va durer 2 semaines. Après ça, c'est fini. 2 weeks. After that, it's gone. You have nothing left because Iran immediately will. Il ne leur restera plus rien parce que l'Iran relancera immédiatement les attaques, surtout contre les pays du Golfe. Et enfin, peu importe, l'aéroport Ben Gourion, où il y a en ce moment même des KC-135 des ravitailleurs en train de faire leur manœuvre. D'ailleurs, certains Israéliens se plaignent que ça perturbe carrément le trafic aérien. Alors, quand on regarde ça, oui, qu'ils recommencent. Ils vont vite manquer d'armes à longue portée. Et après, qu'est-ce qu'ils feront? Ils devront entrer en territoire iranien et utiliser... Enfin, il faut vraiment pénétrer profondément dans l'espace aérien iranien si on veut lancer une JDAM qui a, disons, une portée d'environ 100 km, avec ses bombes planantes et tout ce genre d'armement. Et après ça, que leur restera-t-il? Vous vous retrouvez tout de suite, eh bien, en fait, directement dans la ligne de mire de la défense aérienne iranienne. Elle fonctionne plutôt bien et forcément, vous allez perdre d'autres avions. Alors quoi? Vous allez lancer une autre opération désastreuse pour, je ne sais pas, récupérer vos pilotes abattus ou quelque chose comme ça? Ça donne une très mauvaise image. Donc, qu'est-ce qu'il reste? D'accord, ils vont essayer de gagner du temps. Mais le problème, encore une fois, c'est que les États-Unis ne sont plus capables aujourd'hui de gagner assez de temps pour reconstituer leurs arsenaux. Et encore, ces arsenaux n'étaient pas très efficaces au départ. Et après, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ramener leurs moyens militaires plus près de l'Iran. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rapprocher leurs moyens de l'Iran. Certains disent, George Galloway par exemple, ne me citez pas là-dessus, il dit, et d'autres aussi, qu'il y a beaucoup de soldats américains morts, conservés dans des congélateurs en Allemagne, dans les morgues. Ils ne peuvent pas simplement les rapatrier aux États-Unis parce que ce serait une catastrophe pour Trump et son administration. Donc les chiffres réels, seul un idiot peut croire à leur version du « on a perdu 7 personnes ». Vraiment, franchement. Mais bon, encore une fois, les États-Unis ont inventé la manière américaine de faire la guerre. Surtout dans les médias et la communication, pas vraiment sur le terrain. Donc ce qu'on a là, c'est un vrai casse-tête, un cercle vicieux. Quoi qu'on fasse, on est perdant, tu vois. L'Iran lui-même, le gouvernement iranien, avec ses soutiens israéliens, s'est retrouvé dans une impasse. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Franchement, je ne sais pas. On peut s'attendre à toutes sortes d'évolutions étranges, tu vois. Mais encore une fois, l'Iran reste inébranlable dans ses convictions, y compris sur la situation au Liban. Les Israéliens font ce qu'ils font toujours. Ils bombardent des civils. C'est la seule chose qu'ils savent faire, vraiment. Et donc, les États-Unis ont subi là-bas, en Iran, une défaite militaire catastrophique et humiliante. Et toute tentative de relancer la guerre, les États-Unis n'ont tout simplement pas les moyens de la reprendre. Enfin, ils peuvent la relancer, mais sur un pays de la taille de l'Iran, avec une armée capable. Et là, justement, tu parlais ce que disait le type team iranienne. Oui, ils essaieront toujours. Ils sont, encore une fois, il faut bien comprendre, ils sont, en ce qui concerne la Russie, ils essaieront, oui, mais au moins ils savent que s'ils franchissent une véritable ligne rouge, une ligne vraiment sérieuse, l'escalade avec les États-Unis cesse d'exister. Il faut comprendre ici qu'ils ne sont pas vraiment motivés par la peur que le territoire américain soit attaqué. Ils savent que l'Iran n'en a pas la capacité. Donc, ils vont continuer toutes sortes de sabotages, de diversions, d'enlèvements, d'assassinats. Mais d'un point de vue purement militaro-industriel, avec ce que vous savez, c'est là toute la question. Vous savez, le Financial Times a rapporté que l'Arabie saoudite voudrait une sorte de pacte avec l'Iran, entre l'Iran et les États arabes, un pacte de non-agression. Oh Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Franchement, je trouve que ça n'a pas de sens. Parce que quand c'est Israël qui décide de tout,
Peu importe si toi, tu n'es pas d'accord. S'ils survolent ton pays, ils utilisent ton espace aérien. Et là, qu'est-ce que tu peux faire? Yeah, and it's not only that. We know that Gulf is Oui, already et ce n'est pas seulement ça. On sait que le Golfe agit déjà de son côté, qu'il a attaqué l'Iran. Vous savez, c'est Qatar, c'est Koweït, c'est Arabie Saoudite ou Émirats Arabes Unis de la région. Il a même été rapporté que les Saoudiens avaient attaqué en secret. Donc c'est absurde, surtout quand on parle des Arabes comme étant contrôlés par Israël, point final. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement ce que M. Lavrov a déclaré aujourd'hui, ou plutôt hier, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays des BRICS. Il a dit très clairement que l'un des principaux facteurs, l'une des grandes considérations dans toute cette discussion sur le conflit que les États-Unis et Israël ont déclenché là-bas et dans lequel ils ont été mis en échec, c'était justement d'empêcher tout rapprochement entre l'Iran et les pays arabes. Ils ne voulaient pas de relations, disons, plus ou moins neutres entre l'Iran et les Arabes, et ils devaient absolument empêcher ça. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles cette guerre a commencé. Et Israël ne veut pas perdre le contrôle sur les Arabes. C'est, selon eux, la seule façon de survivre. Ils contrôlent des gouvernements arabes corrompus. Tous sont complètement corrompus et totalement compromis. Que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et encore plus la Jordanie, ce sont tous en réalité des vassaux d'Israël. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, n'oubliez pas, ces monarchies ne se soucient que d'une chose, c'est l'argent qu'elles possèdent. Ces monarchies ne se sont pas seulement construites sur la richesse du pétrole, bien sûr, mais aussi sur le travail des esclaves. Personne n'a semblé se soucier du fait que, pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui franchement était déjà une décision absurde, la plupart des stades et des infrastructures ont été bâtis par des esclaves. Littéralement des esclaves, venus d'Inde, du Pakistan et d'autres pays d'Eurasie. Et donc, oui, apparemment tout va bien. Quoi, il y a eu quoi, 1000 morts pendant la construction? Oui, qui s'en soucie, n'est-ce pas? C'est juste incroyable. Alors, l'Iran, oui, l'Iran reste très ferme dans ses exigences. Et c'est à cause de la position de pouvoir dans laquelle il se trouve, une position de force. Et maintenant, oui, on voit aussi une certaine coordination entre la Russie et l'Iran sur plusieurs plans. Je l'ai déjà mentionné. Donc, que dire? Il va falloir attendre et voir à nouveau. La Chine est clairement présente aussi, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, il faudra un peu de temps avant qu'on comprenne vraiment tout, avant d'avoir une image complète de ce que les Iraniens ont fait. Au-delà de ce qui est évident, c'est-à-dire les frappes contre Israël et les intérêts américains dans la région. André, je crois que tu as parlé du cas du Liban. Le Liban, c'est le Hezbollah qui frappe des cibles en Israël. Il frappe, André. Il frappe des batteries du dôme de fer. Je sais, j'ai vu ça. C'est une technologie inutile, franchement. Oh Seigneur. Le colonel Lang, paix à son âme, il est mort il y a quelques années, tenait un blog très connu. Il travaillait à la DIA, l'agence du renseignement de la défense. Il gérait énormément de choses. Il parlait parfaitement arabe et il était impliqué dans toutes sortes d'affaires au Moyen-Orient, y compris en Israël. Il connaissait beaucoup de gens dans le renseignement militaire là-bas, au Mossad et ailleurs. Et déjà à l'époque, il disait « ce n'est pas une vraie armée, c'est une force de gendarmerie avec du matériel lourd. » Point final. Et tout le monde a vu la performance pathétique. C'est ridicule, vraiment. Je n'arrive même pas à dire à quel point c'est ridicule. Et oui, ils frappent, on ne sait pas combien de Merkava ils ont brûlé, beaucoup, des dizaines et des dizaines. Leur matériel et tout le reste, y compris les véhicules de combat d'infanterie,
les bulldozers essentiels à leurs opérations. Tout ça se fait frapper de partout. Le dôme de fer est touché aussi. Et maintenant, le nord d'Israël est, littéralement en train de brûler. Voilà, c'est ce qu'il fallait savoir. On a maintenant les preuves concrètes de tout ça. Tout n'a toujours été que de la communication, cette idée qu'ils sont les meilleurs. Et je le répète, même si ça peut paraître très ironique. Les États-Unis et Israël se flattent mutuellement depuis des années en parlant de leur puissance militaire. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Tout ça, c'était une sorte de mythe auto-entretenu, cette idée que leurs forces armées seraient les plus performantes du monde. En réalité, ce sont des armées de second rang, vous savez, qui ne comprennent pas vraiment les opérations. Elles ne saisissent pas l'aspect technologique du du paradigme qui s'est déjà imposé dans les années 2000. Alors, que voulez-vous que je dise? On voit bien les signes. Ces incendies qu'on aperçoit partout à l'horizon, ce sont des manifestations, des symptômes d'une civilisation en train de s'effondrer. Et là, on parle de la civilisation occidentale, qui est en train d'imploser. Cette instabilité, cette volatilité, tout ce qui se passe aux États-Unis, mon Dieu, c'est incroyable. Et maintenant, tenez-vous bien, j'ai fait le plein de ma voiture. Enfin, j'ai mis de l'essence il y a 2 jours, $55. Waouh! Et le réservoir n'était même pas plein. Il devait être à 60% à peu près. Il restait encore un peu d'essence. $55. $55. In my tank, I still had some gasoline left. $55. André, on a appris que la CIA avait perquisitionné le bureau de Tulsi Gabbard. Comment est-ce possible? Parce que le directeur du renseignement national est au-dessus de la CIA. Eh bien, les États-Unis sont ingouvernables. C'est aussi simple que ça, je le dis depuis longtemps. Le pays n'est pas dirigé par des gens compétents et honnêtes. Alors, que voulez-vous que je dise? Il y a des preuves qu'elle avait des dossiers sur JFK. Elle voulait... Et évidemment, c'était clair. C'est clair. Tout le monde sait que la CIA a tué JFK. Vous voyez? Et que c'était au nom d'Israël. Parce que JFK avait promis de mettre fin au programme nucléaire israélien. Donc voilà. Franchement, tout le monde sait tout. Sauf la masse, complètement conditionnée. Et surtout les sionistes chrétiens qui vont applaudir à ça. Mais voilà ce que sont devenus les États-Unis. Aujourd'hui, toute personne qui parle de démocratie ou de liberté, on se moque d'elle. Les États-Unis suivent le même chemin que l'Europe. Ils vont devenir, en gros, un système sous contrôle totalitaire. Une oligarchie les dirige. Et dans ce cas précis, pour les États-Unis, c'est fortement influencé par les sionistes chrétiens. Les États-Unis n'ont plus vraiment un congrès américain. C'est la Knesset version 2.0. Et nous avons le président le plus pro-israélien. En fait, on a le président israélien aux États-Unis. We have the Israeli president in the United States. He said that, actually. En fait, Mark Levine a dit que c'était, tu sais, le premier président sioniste. Zionist president in Yeah, yeah, this is, there you go. Oui, voilà, c'est ça. On peut remercier toutes sortes de gens comme ça, surtout ceux qu'on appelle les sionistes chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, ce sont juste des sionistes. Vous savez, ces évangéliques, ces fondamentalistes qu'on a conditionnés à lire les absurdités de la Bible Scofield. Alors oui, qui continue. Vous savez quoi? À la fin, quand tout ce foutu système s'effondrera, et ça semble maintenant possible, ça leur retombera dessus aussi. Ils n'y échapperont pas, et ils verront par eux-mêmes ce qu'il en est vraiment, enfin, si Israël continue d'exister de cette manière-là. Donc oui, le pays est en train, à bien des égards, de se désintégrer. J'ai d'ailleurs écrit un livre en 2021 qui s'appelle « Désintégration ». Et aujourd'hui, tous les indicateurs sont là. Et on peut remercier l'administration Trump. Elle a largement accéléré le processus. Disons-le comme ça. They accelerated the process greatly. Let's put it this way. André, do you see the possibility of Donald André, Trump announcing a est-ce que tu vois la possibilité que Donald Trump annonce une conscription nationale pour la guerre en Iran? It's somehow
Parce que, d'une certaine façon, je ne sais pas trop comment la société réagirait à ce genre de politique. That sort of policy. Reinstating the draft will be catastrophic. Rétablir la conscription serait une catastrophe pour les États-Unis. Et il faut imaginer une autre catastrophe, ce que beaucoup de gens ne font pas, et le Pentagone non plus d'ailleurs, parce qu'ils n'ont jamais connu une vraie guerre qu'ils pouvaient perdre. Évidemment, ils ne comprennent pas ce que cela impliquerait. Enfin, certains oui, d'autres non. Ils se disent, très bien, on va mobiliser, disons, 1,5 million de personnes, et on va foncer en Iran, mener la guerre là-bas. Mais ils doivent comprendre que ce ne serait même pas le Vietnam. Le Vietnam paraîtrait presque une promenade de santé à côté de ce qui les attendrait. Compared to what would expect them. And so the number of casualties. Le nombre de victimes sera donc catastrophique. Et comment dire? Au bout du compte, même l'instinct de survie, s'il en reste encore un peu dans la société américaine, finira par provoquer, un mécontentement général. Et ce mécontentement pourrait mener, sinon à des émeutes ou à un soulèvement, du moins à une désintégration du pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on parle des responsables politiques américains, de la génération actuelle, et d'ailleurs aussi de l'Europe d'aujourd'hui, ils sont totalement ignorants sur le plan militaire et géopolitique. Si vous regardez le Council on Foreign Relations aux États-Unis, la plupart de ces gens-là n'ont aucune idée de quoi que ce soit. Même ceux qui disent « Ah oui, j'ai fait le US Army War College ». Including those, oh yeah, I graduated US Army War College, and I look today at the deposition of this. Aujourd'hui, je regarde la déposition de ce commandant du CENTCOM. Il a tout un tas de décorations, des galons, des médailles, des ordres, et je me dis, mais enfin, mec, où as-tu combattu? Qu'as-tu gagné pour avoir quelque chose qui te couvre tout le côté gauche? Je veux dire, c'est quoi ces mérites? Montre-moi. Je ne comprends pas. Mais bon, c'est ce qu'il porte. Il a l'air, je ne sais pas trop comment dire. Et il parle évidemment de tout ça en disant, oui, en gros, il est lié par le sang. Il a bien fait savoir à tout le monde que les Arabes avaient aidé les États-Unis. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Mais quand même, quand on regarde ce type, où as-tu combattu, qu'as-tu gagné? Ah! Vous avez vu, hein, l'opération de police en Afghanistan. Impressionnant, non? Bon, la guerre en Irak est perdue, vous savez. Et encore une fois, quand on regarde tout ça, quoi d'autre? Le Vietnam, la Corée, le Panama, bien sûr. Le Panama, ça, c'était un grand succès. La Grenade, et ainsi de suite. Et quand on regarde tout ça, est-ce que les gens comprennent vraiment ce qui se passe? Ils se sont fait avoir par le fait que le Venezuela a vendu son président. Ils ont vendu Maduro, tout simplement. Voilà pourquoi on dit « Ah oui, opération magnifique ». Pas vraiment. On les a juste achetés. La CIA les a achetés. C'est comme ça qu'ils ont acheté l'armée irakienne en 2003 aussi. C'est ce qu'ils font, tout simplement. Mais encore une fois, ils se sont retrouvés face à une situation où les États-Unis ont été démilitarisés dans le cadre de cette opération militaire spéciale, ce qui a conduit, en fin de compte, à leur défaite face à l'Irak. Et moi, ça fait des années, vraiment des décennies, que je le dis clairement. Le jour où les États-Unis cessent de se cacher derrière leurs alliés, leurs mandataires, et qu'ils affrontent directement en face un ennemi qui riposte, c'est terminé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, on peut le constater soi-même. C'est la démolition complète du mythe militaire américain. Parce que oui, les États-Unis peuvent encore tuer. Ils ont toujours l'arme nucléaire. Mais enfin, regardez ça. On dirait vraiment que ça a été fait par des amateurs. Ces politiques d'achat technologique et tout le reste. Seigneur, mais sur quoi vous vous êtes basé? C'est clairement une ignorance totale du monde extérieur, de ce qui s'y passe, y compris de l'histoire militaire. Et maintenant, ils se retrouvent dans un combat à découvert. Ils ne peuvent plus se cacher derrière le dos de leur chair à canon ukrainienne. 2,5 millions de morts au combat.
Ce sont des chiffres qu'aucun général américain ne peut comprendre. Les États-Unis n'ont jamais connu ça dans toute leur histoire. Alors ils se sont retrouvés à affronter l'Iran et vous l'avez vu vous-même. Tout le monde l'a vu. Yeah. Oui, merci beaucoup André Thank you so much, d'être avec Andrei, nous aujourd'hui. for being with us today. C'est toujours un vrai Great plaisir. pleasure, as always. Au revoir, Soath. Bye bye. Bye bye.